Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors avant la fin de cette émission, 60 000 smartphones seront vendus et 100 millions de recherches seront faites sur Google. L'informatique aujourd'hui c'est notre quotidien, mais malheureusement ça ne rime pas toujours avec écologie. D'ailleurs, si Internet était un pays, ce serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Pour mieux comprendre de quelle façon nous polluons avec nos ordinateurs, nos téléphones et toutes nos données virtuelles, nous interrogerons Jonathan Scheffer. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur informaticien au CNRS à Brest dans le groupe Eco-Info où vous étudiez notamment comment mesurer et réduire les impacts écologiques liés à l'informatique. Alors le temps d'envoyer 1 million de tweets à peu près et on vous retrouve pour parler de tout ça. Et puis le sujet a forcément inspiré notre spécialiste du web, journaliste au Télégramme, Benjamin Bréon. Bonjour. Bonjour Pauline. Non, vous vous êtes penché vous aussi sur la question de la pollution du web. Ouais, puis pour une fois, ce ne sera pas sa pollution intellectuelle. Oui, c'est ça, ça peut changer un peu. On vous retrouve tout à l'heure, ce sera juste après la brève de chambre. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 3 mars. Quelle place pour la recherche maritime à la Pointe Bretonne? C'était l'objet de la visite de Thierry Mandon ce jeudi à Brest. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a rencontré les équipes scientifiques d'Ifremer. Le point sur ce déplacement avec Julie Sicot. Il a commencé sa visite à Brest sur le pont de l'Atalante, un bâtiment de recherche océanographique de 85 mètres qui appartient à l'Ifremer. Ce jeudi matin à Brest et Plouzané, Thierry Mandon a découvert les nombreuses infrastructures de l'Institut, un centre scientifique qui devrait placer la Pointe Bretonne comme un acteur majeur de la recherche en mer. Encore faut-il que l'argent soit présent. Dans les programmes français, il y a régulièrement des fonds. Et au niveau européen, l'enveloppe sur les crédits recherche en mer de Horizon 2020 va être significativement augmentée dans l'année qui vient. Ça veut dire de l'argent pour Brest? Ça veut dire de l'argent pour Brest si les équipes postulent. Mais il n'y a pas d'inquiétude sur le financement de la recherche en mer à avoir, au contraire. En revanche, il a posé une condition et surtout une mission à l'Ifremer, celle de coordonner les 18 bateaux de la flotte océanographique française. Aujourd'hui, ces bâtiments sont répartis entre 4 opérateurs, l'Ifremer, l'Institut polaire Paul-Émile Victor, l'Institut de recherche pour le développement et le CNRS. Ça n'a pas d'incidence sur l'emploi. Je veux dire, les moyens qui sont là aujourd'hui sont soit des moyens d'exploitation, soit des moyens scientifiques. Donc, si on arrive à mieux travailler entre les 4 acteurs qui gèrent la flotte aujourd'hui, je pense que ça sera au service de la communauté scientifique qui pourra faire encore plus et mieux demain. Ifremer s'installe donc comme le pilier de la recherche océanographique française, une position renforcée par le déménagement du siège social de l'Institut à Brest, prévu pour 2019. Nous avons signé en janvier un accord de méthode avec les partenaires sociaux qui nous permettent maintenant de gérer très concrètement, individuellement, toutes les situations de difficultés que peut poser un déménagement de Paris à Brest. Et nous espérons que l'année 2016 nous permettra de régler définitivement la question sociale. Selon la CGT, Ifremer d'Issy-les-Moulineaux, ville du siège social, seulement 15 personnes souhaiteraient venir travailler à Brest. Les 85 salariés parisiens restent toujours en grande majorité opposés à ce déménagement. Les négociations sociales sont en cours. Elles devraient être signées pour la fin mars. Les touristes qui viennent dans le Finistère sont très satisfaits de leur séjour. Une étude présentée aujourd'hui par le département montre un bon taux de satisfaction. Reste pourtant quelques points à améliorer. Frédéric Lorenzon et Morgane Lincy ont rencontré des professionnels du secteur. Le Finistère, ses paysages, son identité culturelle et son accueil attirent des milliers de touristes chaque année. Pour la première fois, le département a demandé à 1300 visiteurs s'ils comptaient revenir. La réponse est oui. Vous avez aujourd'hui 9 touristes sur 10 qui quittent la destination avec la ferme intention de la recommander à la famille, aux collègues, aux amis. Et ce sont des scores qu'on obtient très très rarement. Probablement en Europe, il n'y a pas plus d'une dizaine de destinations capables d'avoir ce type de score. Le Finistère est le premier département à commander cette étude Travelsat, un moyen de se comparer à d'autres destinations partout dans le monde. 250 professionnels du tourisme finistérien réunis à Plébin ce jeudi ont pu découvrir des résultats plutôt flatteurs. À la fois la qualité de l'accueil sort avec un taux extrêmement performant et la question de la sérénité, de la tranquillité dans la destination a des taux qu'on retrouve que dans quelques destinations en Europe. Résultat de l'enquête, la vie nocturne fait un peu défaut dans le Finistère. Autre préoccupation, la qualité de l'hébergement. Un peu en retrait,
Dans ce camping 5 étoiles de Carantec, on y travaille depuis plus de 10 ans, mais ça ne suffit pas à séduire les visiteurs. Les clients ne viennent pas juste pour l'hébergement et la qualité de l'hébergement qu'on propose. Ce qu'ils recherchent également, c'est tout un ensemble d'équipements de loisirs, comme des parcs aquatiques, des piscines couvertes, des salles de spectacle. Proposer un maximum de services, y compris sur le shopping à l'intérieur d'un hôtel-restaurant, c'est le pari de ce restaurateur qui a récemment acquis une étoile au Michelin. Ce nouvel outil qui est un nouveau concept, une épicerie fine liée à un restaurant, donc encore quelque chose de nouveau, une table des chefs où on fait des cours de cuisine. Donc tout ça, ça génère de l'attractivité. On arrive en tout cas à séduire, j'ai envie de dire, une nouvelle clientèle. L'étude met en avant une faiblesse dans l'offre de commerce, un point que confirme ce restaurateur. Souvent, on a des touristes qui nous disent « mais c'est insensé, à 14 h, on ne peut pas manger une crêpe dans le Finistère ». Donc ça, c'est un vrai problème. Ici, l'après-midi, par exemple, on sert du phare breton, un café, un cappuccino. Le défi à relever désormais, c'est accroître la qualité des prestations, un défi pour les professionnels du tourisme, toujours dans un contexte économique et réglementaire contraint. Elles reviennent en plein hiver. Bien rouges, les gariguettes sont de retour sur les étals des marchés depuis quelques semaines. Une arrivée un peu précoce pour cette fraise qui débarque normalement en avril. Alors les consommateurs sont-ils friands de cette douceur sucrée? Élément de réponse avec Julie Sicot en Pays de Landivisiau. Depuis plusieurs semaines, les saisonniers ramassent la gariguette, une variété de printemps qui fait un retour très précoce. Cette fraise est plutôt attendue en avril. Là, ça manque un peu de rouge. Ça c'est pour demain. Les plants de fraises ont été mis en terre en novembre et la maturation sous serre avec des températures entre 8 et 22 degrés aide la gariguette à prendre de l'avance. La douceur de l'hiver a aussi contribué à faire éclore le fruit beaucoup plus tôt que prévu. De quoi s'y perdre dans les saisons. C'est un petit peu tôt au mois de mars, c'est vrai. La production est un petit peu avancée à cause du mois de décembre qui a été très doux, des nuits très douces. On maîtrise beaucoup plus de choses sous serre, quoi. Ce producteur du Nord Finistère ramasse 150 tonnes de fraises chaque année. Un fruit signe de renouveau et de printemps. La mise sur le marché est donc attendue. Ce sont d'abord plutôt des spécialistes, des restaurateurs qui achètent le produit. Mais dès le mois de mars, on retrouve la fraise et la fraise Prince de Bretagne dans les rayons des magasins. Sur le marché de Landivisiau, près des fruits exotiques, elle est bien là, toute rouge, mais cette cliente n'est pas encore tentée. Doudoune, ciel gris et fraises, ça ne fait sans doute pas bon ménage. Trop tôt pour moi, oui. J'attends. Oh non, je ne me donne pas envie. Certains sont moins difficiles ou plus gourmands. Depuis 3 semaines, ce commerçant propose la gariguette sur son étal et ça marche. Des 3 cagettes du jour, il ne reste que ces quelques fraises. Pourtant, son prix a de quoi refroidir. C'est le double de ce qu'il y aura dans 3 semaines. Le déclencheur, c'est Pâques. Voilà, week-end de Pâques, fraises, pommes de terre primeur et voilà. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont mordus de fraises qui les prennent maintenant, quoi. La gariguette devrait être présente sur les marchés jusqu'à l'été, avant d'être remplacée par d'autres variétés, la Mara des Bois ou la Magnum. Vous l'avez remarqué, le vent a soufflé fort sur le Finistère mercredi. À Thévenec, du haut de son rocher, Marc Pointu était aux premières loges pour contempler la mer déchaînée. Comme chaque jour, dans l'instant T, il nous raconte sa journée en images. C'est l'instant Thévenec. Voilà, ce matin, un grand bol d'air, force 8 de nord-ouest. Donc pas de commentaire, c'est impossible avec le vent. Simplement la Seine, telle qu'elle est. Voilà. Je vous dis à demain de Thévenec. Profitez bien de cette superbe image. Voilà, c'était Marc Pointu qui passe 2 mois seul à Thévenec au large de la Pointe du Raz. Son objectif, la sauvegarde du patrimoine et des phares et balises, du patrimoine des phares et balises. Et puis lui aussi, il est relié au reste du monde via son smartphone et une connexion Internet avec laquelle il nous envoie ses belles vidéos. Un matériel devenu indispensable aujourd'hui mais qui est loin d'être écolo. On vous explique tout avec notre invité.
Jonathan Scheffer, on entend beaucoup parler de la pollution qu'engendre notre utilisation des boîtes mail ou encore des moteurs de recherche aujourd'hui. Vous qui êtes spécialiste de l'impact lié à l'informatique, dites-nous, est-ce qu'on pollue vraiment quand on tape un mot dans Google ? Eh bien, ce qui se passe quand on tape un mot dans Google, c'est qu'on met en œuvre tout un ensemble de processus qui sont complètement masqués à l'utilisateur. L'information que vous tapez va transiter dans le réseau et va être transportée jusqu'au serveur de Google afin qu'un processus de recherche soit mis en œuvre et que vous receviez des résultats. Tout cela donne une illusion d'illimité, mais finalement, il y a de l'énergie qui est en œuvre derrière toutes ces recherches, et c'est la masse en fait de toutes les recherches qu'on peut faire qui ont un impact vraiment important sur la consommation énergétique globale de la Terre. Ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement trop comment estimer cet impact-là. Mais avant d'en arriver à la pollution produite par notre utilisation de Google, par exemple, on a déjà fait beaucoup de dégâts, à commencer par la fabrication de notre ordinateur ou de notre smartphone. Ça se passe comment, ça, Jonathan ? Oui, effectivement. Donc, avant qu'on ait un appareil informatique comme un smartphone ou un ordinateur dans les mains, il a été construit. Pour le construire, on extrait des matières premières du sol. Et ces matières premières viennent de filières qui présentent plusieurs problèmes. Par exemple, on a des filières qui, lors de l'extraction, ne respectent pas toutes les normes environnementales ou qui ne respectent pas toutes les normes sociales. Et on a parfois des conditions de travail qui s'apparentent à l'esclavage. Des enfants avec des enfants qui travaillent dans les mines, parce que parfois les conditions ne permettent pas à des adultes de rentrer dans les mines. Enfin bref, des choses compliquées et sur lesquelles les producteurs, les assembleurs d'ordinateurs n'ont en général pas de visibilité ou ne veulent pas avoir de visibilité. Il faut parler des assembleurs parce qu'après, on n'assemble pas tout ça en France. En général, ça se passe ailleurs, ça se passe plutôt en Chine. Voilà, alors en Chine, il y a une ville qui s'appelle Shenzhen et qui est vraiment l'usine informatique du monde. C'est là que vos ordinateurs, quelle que soit leur marque, sont assemblés. Les conditions d'assemblage aujourd'hui sont diverses selon les sous-traitants qui peuvent avoir lieu. Et là, on a aussi un impact social qui est important, mais également une pollution parce qu'on a des normes en Chine qui sont différentes des normes européennes sur la construction. Cependant, il existe aussi des usines qui construisent en Europe des matériels informatiques, mais ce sera plutôt du matériel de professionnels. Et puis avec tout ça, on peut rajouter le transport parce qu'après, il faut ramener tous ces stocks de Chine. Et là encore, l'empreinte carbone n'est pas égale à zéro, bien sûr. Bon, on en arrive finalement à avoir notre smartphone en main. On a un peu raccourci, mais on a vu déjà qu'on a pollué. Là, on utilise forcément le fameux cloud dont on n'entendait presque pas parler il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment le système d'archivage idéal. On n'a plus de disque dur, on met tout dans notre cloud. Est-ce que c'est idéal pour la planète aussi, ce fameux cloud, Jonathan ? Effectivement, il y a quelque chose qui est très intéressant avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est que c'est la première fois où quand on utilise un appareil qui consomme de l'énergie, il ne consomme pas seulement de l'énergie là où on est, comme par exemple une voiture qui consomme de l'énergie quand on roule, mais il consomme aussi de l'énergie ailleurs sur la planète, à plusieurs endroits et sur un réseau d'appareils qui vont faire transiter l'information. Aujourd'hui, il est très courant d'avoir des photos, des musiques, des informations volumineuses, des films qui soient non pas stockés chez soi, mais aussi dans le cloud. Et cette distance, cette immatérialité donne l'illusion qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas d'impact. Mais en fait, ils sont effectivement stockés dans des data centers, ce qu'on appelle data centers. Ce sont des disques durs finalement qui sont entassés dans des pièces avec une densité extraordinaire et qui consomment beaucoup d'énergie et aussi de la matière pour la construire. J'entendais qu'il y a maintenant des piscines qui se chauffent grâce à la chaleur, notamment il y en a une à Paris qui se chauffe grâce à la chaleur d'un data center qui est on essaye de récupérer aujourd'hui, Jonathan, de récupérer l'énergie, la chaleur émise par ces data centers. Effectivement, ouais. C'est pour dire déjà l'énergie qui est dégagée par ces choses-là. En fait, un ordinateur, c'est comme un radiateur. Chaque watt consommé électriquement est aussi un watt de chaleur dégagé. Et cette chaleur, on ne peut pas la laisser dans le data center, sinon il ferait beaucoup trop chaud pour qu'un ordinateur fonctionne. Donc traditionnellement, on a mis des climatisations pour traiter cette chaleur. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que l'électricité est de plus en plus chère. Donc, vu les volumes qui sont en jeu, les opérateurs ne peuvent plus payer toute cette électricité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un levier important pour faire des progrès en termes d'efficacité énergétique. Et des projets de ce type-là, comme vous l'avez cité, sont de plus en plus répandus et médiatisés pour aussi donner une image vertueuse aussi à cette activité.
Un ordinateur ou un smartphone, ça n'a pas vraiment une longue durée de vie, ça devient rapidement obsolète, il faut toujours passer à un nouveau modèle et là on s'en débarrasse et là on pollue encore plus parce que pour l'instant la fin de vie de l'informatique c'est pas encore très pensé écolo. Oui, en fait, on pourrait déjà imaginer dès la conception d'un ordinateur qu'il soit, par exemple, très facilement démontable pour faciliter le recyclage. Cette démarche-là, les constructeurs ne la font pas encore ou de façon très marginale. Aujourd'hui, dans le monde, on génère 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, ce qu'on appelle les D3E. C'est le nom de code de tous ces déchets-là qui sont très particuliers parce que très compliqués à retraiter. Et en France, par exemple, on ne collecte qu'un sixième de ces déchets. On ne retraite proprement dans des filières qu'un sixième de ces déchets. Ils vont où ces déchets alors sinon le reste ? Alors, il y a tout ce qu'on appelle une filière grise. C'est difficile de tracer, de savoir ce qu'il devient, mais une certaine quantité d'entre eux vont être exportés de manière illégale, parce qu'il est illégal d'exporter des déchets, et arriver dans des pays du tiers-monde où la main-d'œuvre de retraitement est gratuite, hein, et on retraite les déchets dans des conditions épouvantables, où des enfants vont plonger des cartes-mères dans des bains d'acide sans beaucoup de protection pour en extraire l'or, le cuivre, etc. et l'argent. On l'a entendu un petit peu tout au cours de cette interview, il y a des solutions à envisager, hein, de penser la fabrication des ordinateurs pour qu'ils soient démontés, avec le cloud, avec les data centers, de penser autrement les choses. Mais est-ce qu'il y a aussi des gestes tout simples qu'on peut faire au quotidien pour réduire, nous, notre pollution numérique ? Effectivement, une des problématiques qu'on a citées déjà, c'est la consommation énergétique d'Internet. Aujourd'hui, pour vous montrer un chiffre qui donne un peu le vertige, donc vous avez cité, c'est le 5e pays au monde à consommer, 140 gigawatts. 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire. Et 140 gigawatts, c'est la consommation globale de notre informatique en phase d'usage. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles chaque utilisateur peut avoir un impact. Évidemment, couper sa box chez soi, quand on ne l'utilise pas, c'est-à-dire certainement 60% du temps au bas mot, eh ben, c'est peut-être une très petite économie sur sa facture d'énergie, mais dans la masse, parce qu'en France, il y a 26 millions de box, il me semble, si je ne me trompe pas. Et déjà, mis bout à bout, c'est déjà une économie substantielle d'énergie. Donc débrancher son chargeur aussi, peut-être pas le laisser tout le temps. Effectivement, ouais, des choses qui peuvent paraître dérisoires chez soi, dans la masse des usages. Et déjà, on coupe sa box la nuit, on coupe sa box quand on se va, ce sera déjà le premier geste à retenir. Merci beaucoup, Jonathan Scheffer. Et puis, pour mieux connaître votre travail au sein du groupe Eco-Info, vous retrouvez toutes les infos vers ce site-là sur notre site à nous, www.tbo.bzh. On va continuer à parler de pollution et de web avec Sébastien et sa brève de chambre, parce que lui aussi, il se sent très concerné par la pollution numérique. Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet. Vous le saviez déjà, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Surtout qu'on ne voit pas toujours toute la vérité. Mais saviez-vous que utiliser Internet polluait? Quand on écoute de la musique, par exemple. Ou quand on regarde des vidéos intéressantes. À chaque fois que vous regardez une vidéo de chat, un chat meurt quelque part. Savez-vous que Twitter engendre 1 tonne de CO2 par jour et qu'à chacun de vos tweets, un oiseau meurt? Un corbeau. Une mésange. Un albatros. Saviez-vous qu'à chaque fois que vous regardiez une vidéo de François Hollande... Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Une licorne meurt. Bon, ok, on n'est pas sûr que les licornes existent, mais les socialistes non plus. Surtout que beaucoup de ces vidéos sont vraiment très utiles, comme par exemple celle de ce montage où on voit le même gars jouer du saxophone pendant 10 heures. Et qui fait tout de même plus de 20 millions de vues. Saviez-vous que 25% des recherches qui sont faites sur Internet concernent la pornographie? On peut donc en conclure que la pornographie pollue. Sans oublier toutes les vidéos complètement nulles. Un comportement qui pollue tout particulièrement sur Internet, la recherche prédictive. C'est ce qui consiste à taper quelque chose et que Google nous propose directement quelque chose qui correspond. Est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que les vampires existent? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le vol AF3628 est à l'heure? Est-ce que tu es bête? On avait vraiment besoin de la prédiction. Le mieux, c'est de ne plus utiliser Internet. N'oubliez pas d'être formidable.
Et on continue de parler de pollution numérique avec l'instant web. Benjamin, ce thème vous a donc forcément inspiré. Oui, j'ai surtout pris une grande et bonne inspiration de CO2, mais c'est pas à vous que je parle, Pauline, aujourd'hui. Non, je vous parle à vous, là, devant votre télé, sur le web ou sur Facebook, et qui nous regardez. Oui, moi, je vous vois, même vous, dans votre chambre en pyjama, vous devriez ranger cette chambre en bazar, d'ailleurs, ou vous, là, qui marchez en regardant votre smartphone. Attention, la vieille dame à droite. Bon, et ben vous, là, pour la ramener sur Internet, que je te like la vidéo avec les petits oiseaux dont parlait Sébastien Chambre, blablabla, et que je te raconte ma vie. Oui, moi, je suis pas allé au boulot pour limiter mon impact sur la planète, je dois faire comme moi, blablabla. Là, il y a du monde. Mais pour arrêter de polluer, on vous voit moins. Par exemple, vous avez été 2 millions à regarder l'excellente vidéo de Nicolas Hulot à l'occasion de la COP21. Alors la vidéo fait 6 minutes, ce qui fait, si je ne me suis pas trompé, 360 secondes. Et ben, vous savez ce qu'a fait Internet pendant ces 360 secondes, si on se base sur les chiffres de Internet Live Stats, et que je ne me suis pas planté dans mes calculs, ce qui est une condition importante, et ben Internet a consommé 360 fois 34 MWh d'électricité, ce qui fait donc en gros 12 000 MWh d'électricité, soit plus de 4 heures de production de la centrale nucléaire de Chinon, par exemple. Oui, voilà, 6 minutes de web, 4 heures d'atomes. Il a produit pendant le même temps 360 fois 28 tonnes de CO2, soit en gros 10 000 tonnes de CO2, soit environ ce que produiraient toutes les voitures françaises qui rouleraient en même temps, en gros, pendant une demi-heure. N'oubliez pas votre masque à gaz. Voilà, tout ça pour rigoler en disant « Ah bah ouais, super sa pétition à Nicolas Hulot, je la signerai demain ». Et c'est pas la peine de me regarder comme ça, avec vos yeux de bébé phoque au milieu du Sahara. Je sais que vous avez fait ça. Et je le sais d'autant mieux que j'ai fait pareil, que la vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois et que je passe mes journées sur Internet. Autant dire que pour compenser, j'ai intérêt à planter la forêt amazonienne dans mon jardin. Heureusement, je reviens à vous, Pauline. Joie et allégresse, le web ne sert pas qu'à polluer, il sert aussi à empêcher de polluer, figurez-vous. Et on peut prendre un exemple très récent, ça s'est passé mardi. On apprend incidemment, grâce au quotidien Libération, que le gouvernement, vous savez, celui qui a organisé la COP21, à coup de hashtag, de post Facebook et de petits fours au quinoa, que le gouvernement donc vient de placer discrètement au fond du projet de loi biodiversité un amendement qui donne aux principaux pollueurs-payeurs à peu près la même espérance de vie que le bébé phoque dont je parlais à l'instant. Eh bien, où croyez-vous que s'est organisée la première levée de bouclier? En ligne, bien sûr, et sur Twitter avant tout, avec d'abord l'avocate Corinne Lepage, qui est furax, 15 ans d'efforts des élus atlantiques détruits par 3 articles infâmes d'une loi. Total l'arrivée, la loi le fait, elle n'était pas très contente. C'est aussi en ligne que la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, a fait savoir qu'elle s'y opposerait. Elle a quand même laissé passer un petit peu de temps, mais après elle a expliqué qu'elle n'accepterait jamais un amendement qui supprimerait le principe pollueur-payeur. C'est en ligne qu'une pétition s'est immédiatement montée, et en ligne, enfin, que pour boucler la boucle, Corinne Lepage, le lendemain, a remercié Ségolène Royal, ministre en charge du sujet, d'avoir renvoyé le dit amendement d'où il n'aurait jamais dû sortir, à savoir aux oubliettes. Enfin, pas tout à fait aux oubliettes, figurez-vous, parce que le web, en plus d'être pollueur et dépollueur, a de la mémoire. On saura donc toujours dans 20 ans qu'il a quand même été question, à un moment, tout à fait sérieusement, de faire payer aux contribuables les marées noires, les fuites de produits chimiques, etc., etc. On s'en souviendra dans 20 ans, si bien sûr, d'ici là, on a toujours de l'électricité pour le web et une atmosphère pour y rejeter du CO2. Merci Benjamin. Des choses positives quand même avec le web, Jonathan, évidemment, absolument, au-delà ouais. de toute cette pollution. Absolument. Bon. Non, c'est ça. Et il faut imaginer qu'on est devant un outil formidable aussi pour faire des avancées, pour diffuser l'information. Justement, le cloud, on n'en parlait pas il y a 5 ans, et aujourd'hui, on a quand même une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et voilà, on est dans d'autres échelles de temps de ce qui se passait avant, et on espère quand même qu'on pourra faire les progrès nécessaires pour limiter nos impacts écologiques. Voilà, c'est ça. Utiliser correctement et écologiquement Internet. On va passer... On le saura sur Internet. On le saura sur Internet. En attendant, on passe au Focus Programme. Ce jeudi à 20h45, retrouvez le groupe Fleuve dans l'émission Harvest Café, où on regarde tout de suite un petit extrait.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.